Avant, je croyais qu'aimer, c'était ne jamais poser de questions. Ce fut ma première erreur. Le réveil a hurlé à 5 heures du matin, comme il le faisait depuis 15 ans. Je suis sorti du lit sans repousser l'alarme, la mémoire musculaire me guidant dans l'obscurité jusqu'à la salle de bain où je me suis aspergé le visage d'eau froide avant de fixer l'homme dans le miroir. 42 ans, grisonnant aux tempes, les épaules endolories à force de charger des camions toute la journée. Toujours fort, toujours prêt à enchaîner les doubles services quand Amélie mentionnait autre chose dont nous avions besoin. Amélie dormait encore. Ses cheveux bruns s'étalaient sur l'oreiller comme de la soie. Même après toutes ces années, elle était magnifique. Le genre de beauté qui faisait se retourner les autres hommes dans les supermarchés, qui poussait les serveuses à m'adresser ce sourire compatissant qui semblait dire « Comment avez-vous réussi votre coup ?» Je lui embrassai le front avant de partir au travail, en prenant soin de ne pas la réveiller. Elle avait besoin de sommeil. S'occuper de la maison est épuisant, disait-elle toujours. L'entrepôt était à 20 minutes de là, et je connaissais chaque nid de poule sur ce trajet. Je l'empruntais depuis qu'Amélie et moi nous étions mariés, à l'époque où je pensais que subvenir aux besoins de sa famille signifiait tout. À l'époque où je croyais que si je travaillais assez dur, si j'aimais assez silencieusement, si je me sacrifiais assez complètement, je pourrais nous bâtir le genre de vie qu'elle méritait. Mon père, un immigré espagnol, m'avait appris que les hommes montraient leur amour par le travail, en ne se plaignant jamais, en faisant passer les besoins de leur famille avant leur propre confort. Alors, je faisais des heures doubles quand on me les proposait, des heures supplémentaires dès que possible. Quand Amélie a dit vouloir de nouveaux meubles, j'ai pris du travail le week-end. Quand elle a eu besoin d'une meilleure voiture, j'ai vendu ma moto. Quand elle a voulu redécorer le salon pour la 3e fois en 5 ans, j'ai souri et je lui ai tendu ma carte de crédit. C'est à ça que ressemblait l'amour, pensais-je. C'est ce que signifiait le dévouement. Mais ces derniers temps, quelque chose changeait. Des petites choses d'abord. La façon dont Amélie s'habillait pour rendre visite à sa sœur, Sophie, se maquillant et se parfumant comme si elle allait quelque part de spécial au lieu de simplement passer du temps en famille. La façon dont elle rentrait à la maison avec des sacs de shopping malgré nos conversations sur la nécessité d'économiser de l'argent. La façon dont elle devenait distante et irritable dans les jours précédant chaque voyage chez Sophie, comme si elle était ailleurs en esprit. Je dois rendre visite à Sophie ce week-end, avait-elle annoncé 3 soirs plus tôt, sans lever les yeux de son téléphone. Elle a encore des problèmes avec les enfants. J'avais hoché la tête, comme toujours. Bien sûr, prends tout ce dont tu as besoin. Mais cette fois, la boule familière dans mon ventre m'avait semblé différente, plus serrée, plus insistante. Je m'étais surpris à la regarder faire ses valises, notant avec quel soin elle pliait de la lingerie neuve que je ne lui avais jamais vue. Comment elle emportait 3 fois plus de vêtements qu'il n'en fallait pour une visite d'un week-end. Quand elle m'a embrassé pour me dire au revoir le vendredi matin, ses lèvres m'ont paru répéter, comme si elle jouait pour un public. Je serai de retour dimanche soir, a-t-elle dit, en se détournant déjà. Je l'ai regardé s'éloigner dans la Peugeot que je lui avais achetée l'année dernière, j'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Et pour la première fois en 15 ans de mariage, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct plutôt qu'à mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Demain, samedi, je conduirai jusqu'à la maison de Sophie. Le trajet de 2 heures jusqu'à la maison de Sophie le samedi matin m'a donné l'impression de rouler vers ma propre exécution. Chaque borne kilométrique me rapprochait soit du soulagement, soit de la dévastation, et je n'arrivais pas à décider quelle issue j'espérais. Peut-être qu'Amélie était vraiment chez sa sœur. Peut-être que j'étais juste paranoïaque, laissant le stress du travail et l'insécurité de la quarantaine empoisonner mon mariage. Mais au fond de moi, je savais. J'avais toujours bien aimé Sophie. Là où Amélie était belle et exigeante, Sophie était pragmatique et travailleuse. Elle élevait seule ses 3 enfants depuis le départ de son mari. Elle cumulait 2 emplois pour les nourrir et les habiller. Elle ne se plaignait jamais de sa situation. Quand nous lui rendions visite, ce qui était rare maintenant que j'y pensais, Sophie me posait toujours des questions sur mon travail. Elle me remerciait de prendre soin d'Amélie. Elle me traitait comme un membre de la famille. Elle avait les mêmes yeux sombres que sa sœur, mais les siens contenaient de la chaleur au lieu de calcul. C'était le mot qui me taraudait depuis des mois, le calcul. La façon dont Amélie programmait ses demandes d'argent juste après que j'ai reçu ma paie. La façon dont elle devenait affectueuse juste avant de mentionner quelque chose de cher dont elle avait envie.
La façon dont elle disparaissait des week-ends entiers en prétextant des obligations familiales, puis revenait rafraîchie et distante, comme si elle avait été dans un endroit qui rechargeait ses batteries. J'ai répété la conversation dans ma tête tandis que les kilomètres défilaient sur l'autoroute. Salut, Sophie. Je voulais faire une surprise à Amélie. Je me suis dit que j'allais venir pour vous emmener dîner toutes les deux. Simple, raisonnable, affectueux. Si Amélie était vraiment là, nous passerions une belle soirée ensemble. Si elle n'y était pas, la boule dans mon ventre se serrait. J'ai repensé à la dernière fois que nous avions été intimes, vraiment intimes, pas juste l'accouplement mécanique qui était devenu notre routine. Cela faisait des mois. Amélie avait toujours des excuses. Fatiguée, stressée, inquiète pour l'argent. Mais maintenant, je me demandais s'il y avait une autre raison, si quelqu'un d'autre satisfaisait des besoins que je croyais être le seul à devoir combler. La maison de Sophie se trouvait au bout d'une rue calme dans un quartier populaire, petite mais bien entretenue. Sa vieille Renault était dans l'allée, mais je ne voyais la Peugeot d'Amélie nulle part. Peut-être qu'elle s'était garée ailleurs. Peut-être qu'elle était partie faire une course. Peut-être. 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 J'ai frappé à la porte d'entrée, mon cœur martelant mes côtes. Sophie a ouvert avec un sourire qui s'est immédiatement effondré pour laisser place à la confusion. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» Je voulais faire une surprise à Amélie, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je me suis dit que j'allais venir pour vous emmener dîner toutes les deux. La confusion sur le visage de Sophie s'est intensifiée, puis s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Julien, Amélie n'est pas là. Est-elle allée faire des courses ? Je peux attendre. » Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. « Non, Julien. Elle n'est pas venue ici depuis des mois. Je croyais. Je croyais que tu savais qu'elle avait arrêté de venir. » Le monde a basculé. Ce n'était pas exactement un choc. Une partie de moi s'y attendait. Mais la confirmation m'a frappé comme un coup physique, froid, clarifiant et absolu. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 15 ans, me mentait systématiquement, de manière élaborée, depuis des mois. « Je suis tellement désolé », a chuchoté Sophie en tendant la main pour toucher mon bras. « J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû dire quelque chose quand elle a arrêté de venir. Mais je pensais que vous aviez peut-être des problèmes. Qu'elle avait peut-être besoin d'espace. » « Que t'a-t-elle dit ?» Ma voix semblait calme, contrôlée. J'étais surpris de voir à quel point elle était stable. Sophie a détourné le regard. Elle se plaignait parfois de se sentir coincée. De vouloir plus d'excitation dans sa vie, Elle s'est arrêtée, peu désireuse de me blesser davantage. De moi, ai-je demandé. « Julien, tu es un homme bien. Tu travailles dur. Tu subviens à ses besoins. Tu ne hausses jamais la voix ni ne causes de problème. N'importe quelle femme aurait de la chance. Merci, l'ai-je interrompu doucement. Merci de m'avoir dit la vérité. » Je suis retourné à ma voiture sur des jambes qui semblaient déconnectées de mon corps. Sophie m'a interpellé, m'offrant un café, proposant de parler, mais j'ai simplement fait un signe de la main et je me suis mis au volant. Je suis resté assis là un moment, moteur tournant, fixant la maison où ma femme n'était pas et n'avait jamais été lors de ses week-ends. Puis j'ai enclenché la marche avant et j'ai commencé le voyage de retour. Ce n'était plus le même homme qui était parti le matin même. J'étais quelqu'un qui avait été trahi. Quelqu'un qui comprenait maintenant la différence entre l'amour et la stupidité. Quelqu'un qui en avait fini d'être reconnaissant pour des miettes d'affection de la part d'une femme qui voyait son dévouement comme une faiblesse à exploiter. Le trajet du retour m'a semblé plus court, d'une certaine manière. Peut-être parce que je savais enfin où j'allais. La maison m'a paru différente quand je suis rentré le samedi après-midi. Les mêmes meubles, les mêmes photos sur les murs, la même légère odeur du parfum d'Amélie flottant dans l'air. Mais maintenant, je voyais tout clairement. Les coussins hors de prix que j'avais achetés sans poser de questions. Les œuvres d'art dont elle avait insisté pour que nous ayons besoin. Les factures de carte de crédit que j'avais payées sans y regarder de trop près. Les preuves de mon propre aveuglement volontaire. Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable, le seul meuble qui m'appartenait vraiment, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de la lucidité. Pour la première fois depuis le jour de notre mariage, je ne réagissais pas aux besoins, aux envies ou aux humeurs d'Amélie. Je pensais par moi-même.
Le dimanche matin, j'ai appelé mon travail pour me faire porter pâle. La première fois en plus de 3 ans. Mon superviseur avait l'air sincèrement inquiet. Julien Garcia ne ratait pas de service, ne se portait pas pâle, ne faisait pas passer ses propres besoins avant le travail. Mais ceci était plus important que le travail. Il s'agissait de reconstruire ma vie sur des fondations de vérité au lieu d'illusions. À midi, j'étais assis en face de maître Sarah Lefebvre, avocate spécialisée en divorce. Je l'avais trouvée en ligne, en lisant des avis d'autres hommes de la classe ouvrière qui avaient été exploités par des épouses voyant le mariage comme un ticket repas. Sarah était vive, professionnelle et brutalement honnête sur ma situation. Vous êtes dans une meilleure position que la plupart des hommes qui viennent me voir, a-t-elle dit en examinant les documents que j'avais apportés. La maison est à votre seul nom, achetée avant le mariage. Elle n'a aucun antécédent professionnel pour réclamer une prestation compensatoire. Le droit français du divorce vous protège vraiment ici, d'autant plus que vous avez subvenu seul aux besoins du foyer. La stratégie légale était étonnamment simple. La loi française reconnaît la différence entre les biens propres et les biens communs. Puisqu'Amélie n'avait jamais contribué financièrement et que la maison était antérieure à notre mariage, elle n'y avait aucun droit. Son absence d'antécédents professionnels signifiait pas de pension. Je devrais probablement lui donner la moitié de l'argent sur notre compte chèque commun, environ 2750 €, et peut-être diviser certains des meubles les plus récents, mais ce serait tout. Et pour ces mensonges, ai-je demandé. La liaison ? En France, cela reste un divorce sans égard aux fautes dans ce type de procédure, a expliqué Sarah. L'adultère n'affecte pas la séparation des biens, mais cela nous donne un levier de pression si elle essaie de faire traîner les choses ou de formuler des exigences déraisonnables. J'ai signé la convention d'honoraires et l'ai autorisé à préparer les papiers du divorce pour qu'ils soient signifiés. L'acte m'a semblé décisif, final, comme traverser un pont dont j'avais peur de m'approcher depuis des années. En rédigeant le chèque, j'ai réalisé que c'était la première décision financière majeure que je prenais dans notre mariage sans considérer l'opinion d'Amélie en premier. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma mère pour la première fois depuis des mois. Amélie avait toujours trouvé des raisons pour éviter les réunions de famille. Mes proches étaient trop bruyants, trop traditionnels, trop portés à juger son mode de vie. Peu à peu, j'avais arrêté d'appeler, arrêté de rendre visite, arrêté d'entretenir les relations qui me soutenaient avant le mariage. Mijo, a dit ma mère quand je lui ai parlé du divorce. Ça fait des années que j'attends que tu te réveilles. Ce soir-là, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, je me suis préparé un vrai repas et j'ai attendu, non pas avec anxiété ou appréhension, mais avec la confiance tranquille d'un homme qui a enfin cessé d'être une victime. Amélie reviendrait dimanche soir avec ses mensonges, ses histoires et sa comédie. Mais cette fois, je serais prêt. J'avais fini d'être reconnaissant pour des miettes. Fini d'accepter le blâme pour son malheur. Fini de prétendre que l'amour signifiait ne jamais poser de questions. La transformation était complète. Je n'étais plus l'homme qui avait conduit jusqu'à la maison de Sophie la veille, désespéré d'obtenir des réponses. J'étais quelqu'un qui les avait déjà, quelqu'un qui décidait de ce qui allait suivre. Amélie est rentrée dimanche soir avec des sacs de shopping et des histoires, sa comédie si bien rodée que c'en était presque insultant. Elle a passé la porte en parlant d'un déjeuner avec Sophie, d'une journée au spa qu'elles auraient soi-disant partagée. Elle m'a même montré un petit flacon d'eau de Cologne qu'elle prétendait m'avoir acheté dans une boutique près de la maison de Sophie. Tu aurais dû voir le visage de Sophie quand je lui ai parlé de ta possible promotion, a-t-elle dit en accrochant son manteau. Elle est tellement fière de voir à quel point tu travailles dur. Je l'ai laissé jouer, prenant mentalement note de chaque mensonge. La facilité avec laquelle elle mentait était presque fascinante, clinique, répétée, livrée avec juste assez de détails pour paraître authentique, mais pas assez pour être vérifiée. Elle avait clairement eu des mois pour perfectionner cette routine. Comment s'est passé ton week-end, m'a-t-elle demandé en s'installant sur le canapé avec le confort désinvolte de quelqu'un qui croyait sa tromperie parfaite. Calme, j'ai rattrapé un peu de retard sur des projets dans la maison. Elle a hoché la tête distraitement, faisant déjà défiler l'écran de son téléphone. C'était notre nouvelle normalité, de brèves conversations superficielles pendant qu'elle vivait sa vraie vie ailleurs. Je me suis demandé depuis combien de temps elle prévoyait de me quitter, ou si elle prévoyait de me quitter un jour. J'étais peut-être juste le filet de sécurité, le pourvoyeur fiable qui la maintenait dans le confort pendant qu'elle cherchait de l'excitation ailleurs. Je pensais, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son écran. Sophie aura peut-être besoin que je lui rende visite plus souvent.
Elle a vraiment du mal avec les enfants, et je crois que je suis la seule famille qu'elle ait qui puisse l'aider. L'audace était époustouflante. Non seulement elle mentait sur l'endroit où elle avait été, mais elle préparait déjà sa prochaine tromperie. Combien d'autres week-ends de mensonges avait-elle prévus? Combien de temps pensait-elle pouvoir maintenir cette double vie? C'est généreux de ta part, ai-je répondu calmement. Elle a souri, la première expression sincère que je voyais depuis qu'elle était rentrée. Tu es tellement compréhensif, Julien. La plupart des maris seraient jaloux de tout le temps que je passe à aider ma famille. J'ai préparé le dîner pendant qu'elle défaisait ses valises, lui ai posé de douces questions sur son week-end, et ai même complimenté les nouveaux vêtements qu'elle portait, des vêtements dont je réalisais maintenant qu'ils avaient été achetés pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Amélie s'est détendue dans son rôle familier, se plaignant des problèmes financiers de Sophie, glissant des remarques subtiles sur le fait que je travaillais trop, préparant le terrain pour son véritable objectif. Je pensais y retourner le week-end prochain, a-t-elle dit pendant le dîner. Sophie m'a demandé si je pouvais l'aider avec des candidatures pour un emploi, et je déteste la voir galérer. Bien sûr, ai-je répondu. Tout ce dont elle a besoin. Après le dîner, Amélie s'est installée pour regarder la télévision. Confortable et en sécurité dans sa tromperie. Elle m'avait manipulé avec succès pendant des mois, m'avait convaincu de financer sa double vie tout en me rendant reconnaissant pour ce privilège. La femme pour laquelle j'avais fait des heures doubles. La femme pour laquelle j'avais sacrifié mon propre confort et mes amitiés afin de lui plaire s'était moquée de mon dévouement tout en vivant sa vraie vie avec un autre homme. J'ai attendu qu'elle soit complètement détendue, qu'elle ait arrêté de jouer la comédie pour devenir simplement elle-même. Égoïste, capricieuse, à l'aise dans son contrôle sur moi. Ensuite, j'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai récupéré l'enveloppe que maître Sarah Lefebvre avait préparée, et je suis retourné dans le salon. Amélie, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux de son téléphone avec une légère irritation, agacée d'être interrompue. Je lui ai tendu l'enveloppe. J'ai parlé à ta sœur hier. Tu n'es pas allé chez elle depuis 2 mois. Ce mariage est terminé. Sors de ma maison. Le changement sur son visage fut instantané, la confusion laissant place au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique alors qu'elle déchirait l'enveloppe et voyait les papiers du divorce. Elle a lu rapidement, son visage pâlissant, puis a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la peur sincère. Julien, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle, ai-je insisté. Elle a d'abord essayé les larmes. Bébé, je ne comprends pas. Sophie a dit quelque chose? Elle a dû se confondre, peut-être. Amélie, arrête, ai-je dit. La fermeté de ma voix a semblé la surprendre. Elle ne m'avait jamais entendu parler avec une autorité absolue auparavant. Elle ne m'avait jamais vu refuser d'être émue par ses émotions. Tu me mens depuis des mois. Tu as été ailleurs, avec quelqu'un d'autre, à dépenser l'argent que je gagne en faisant des journées de 16 heures. Je sais pour ta liaison. Je sais tout. Elle a changé de tactique, les larmes se transformant en colère. Tu m'as fait suivre. Tu m'as espionné. J'essayais de comprendre pourquoi ma femme me ment effrontément tous les week-ends depuis des mois. Ne me mens plus. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais voulu, mais ça faisait du bien. C'était libérateur. J'ai fini d'écouter tes mensonges. J'ai fini de prétendre que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. J'ai fini d'être reconnaissant pour des miettes d'attention de la part de quelqu'un qui voit mon amour comme une faiblesse. La comédie d'Amélie s'est effondrée. Les larmes, la confusion, l'indignation. Tout a disparu, laissant place à quelque chose de plus dur et de plus froid en dessous. Très bien, a-t-elle dit. Tu veux connaître la vérité? Oui. Je vois quelqu'un. Quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Qui ne m'ennuie pas à mourir en parlant d'heures supplémentaires et de réparation dans la maison. Quelqu'un qui comprend que j'ai besoin de plus que de cette petite vie étouffante que tu as bâtie. Pour nous. Les mots auraient dû faire mal. Elle les avait conçus pour blesser, pour me faire me sentir inadéquat, pour reprendre le contrôle par la dévastation émotionnelle. Mais au lieu de cela, je n'ai ressenti que du soulagement. Merci, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir enfin dit la vérité. Maintenant je sais que cette décision est la bonne. Son visage a changé de nouveau. Elle s'attendait à de la douleur, de la rage, de la jalousie, des émotions qu'elle pourrait manipuler.
Mon acceptation calme l'a terrifiée parce que cela signifiait qu'elle avait perdu tout moyen de pression. Julien, attends. Parlons-en. J'ai fait des erreurs, mais on peut s'en sortir. J'arrêterai de le voir. Non, ai-je répondu. Tu ne peux pas juste jeter par la fenêtre 15 ans de mariage. Je ne les jette pas. Tu l'as déjà fait, ai-je rétorqué. Elle a tout essayé alors. Des promesses, des menaces, des marchandages, du chantage affectif. Elle a menacé de prendre la moitié de tout, a prétendu qu'elle était malheureuse depuis des années, m'a accusé de l'avoir poussée à tromper par négligence et indisponibilité émotionnelle. Chaque arme de son arsenal fut déployée avec une précision désespérée. Mais je m'y étais préparé. Maître Sarah Lefebvre m'avait donné une armure contre la guerre psychologique d'Amélie. Et surtout, j'avais enfin percé l'illusion qui m'avait contrôlé pendant des années. Cette femme ne m'avait jamais aimé. Elle avait aimé ce que je fournissais, la sécurité que je représentais, la vie confortable que mon labeur avait construite. Mais moi, Julien, l'homme qui se levait à 5 heures du matin et travaillait jusqu'à en avoir mal au dos, qui avait sacrifié ses propres rêves pour financer les siens, j'avais été invisible pour elle. Je veux que tu quittes la maison ce soir, ai-je dit quand sa tirade s'est enfin terminée. Prends ce dont tu as besoin. On fixera un moment pour que tu viennes récupérer le reste de tes affaires. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé. Ça n'est plus mon problème, ai-je répondu. Elle m'a dévisagé comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je l'étais. L'homme qu'elle avait épousé, désireux de plaire, reconnaissant pour la moindre attention, prêt à tout sacrifier pour son approbation, n'était plus là. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait sa propre valeur, quelqu'un qui refusait d'être le filet de sécurité ou le lot de consolation de qui que ce soit. Amélie a fait 2 valises dans un silence colérique, claquant les tiroirs et marmonnant dans sa barbe des choses sur les hommes ingrats et les années gâchées. Quand elle eut terminé, elle s'est tenue sur le pas de la porte, jetant un dernier regard à la maison qu'elle n'avait jamais vraiment appréciée, à la vie qu'elle avait prise pour acquise. Tu le regretteras, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Le jardin prenait belle tournure. Chloé avait suggéré des tomates et des poivrons le long de la clôture du fond, des herbes aromatiques dans le parterre surélevé près de la fenêtre de la cuisine. Elle avait un bon instinct pour ce qui pousserait bien dans la terre normande, pour ce qui valait la peine d'être cultivé. Passe-moi cette pelle, a-t-elle demandé sans quitter des yeux les semis qu'elle repiquait. C'était samedi soir, nous travaillions ensemble dans l'arrière-cour de la maison qui commençait enfin à redevenir un foyer. 6 mois plus tôt, je n'aurais jamais pu imaginer cette paix, ce partenariat, quelqu'un qui appréciait ma nature posée au lieu de la prendre pour acquise. Amélie était partie, pas seulement de la maison, mais de tout mon paysage émotionnel. Je savais ce qui lui était arrivé grâce à l'inévitable réseau de commérages de la ville. Comment Sophie avait refusé de l'héberger après avoir découvert ses mensonges. Comment son amant s'était avéré moins intéressé à la soutenir financièrement qu'à profiter de sa compagnie le week-end. Comment elle avait été obligée de prendre un emploi de serveuse chez Courte Paille juste pour se payer un studio à l'autre bout de la ville. Mais ces détails semblaient lointains, insignifiants. De l'histoire ancienne d'une vie que j'avais laissée derrière moi. Le divorce avait été finalisé 3 mois auparavant. Amélie avait essayé de faire traîner les choses, espérant que je changerais d'avis ou que je proposerais un arrangement financier pour éviter les ennuis. Mais Sarah Lefebvre avait eu raison. Sans antécédents professionnels ni droit sur la maison, Amélie n'avait aucun levier. Elle avait obtenu la moitié du solde du compte chèque et quelques-uns des meubles récents. Tout le reste m'était resté. J'avais été promu chef d'entrepôt adjoint en janvier. Il s'avérait que 15 ans d'assiduité parfaite et d'heures supplémentaires sans plainte avaient été remarquées par les personnes qui comptaient. L'augmentation n'était pas énorme, mais elle était suffisante pour commencer à épargner pour l'avenir que Chloé et moi planifions ensemble. Chloé était différente d'Amélie de toutes les manières qui comptaient. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de la région, comprenait les longues heures et l'épuisement physique, appréciait de rentrer à la maison pour trouver quelqu'un qui cuisinait le dîner et lui demandait comment s'était passée sa journée. Elle était jolie d'une manière naturelle. Pas besoin de maquillage hors de prix ou de vêtements de marque, et elle riait à mes blagues même quand elles n'étaient pas particulièrement drôles. Plus important encore, elle me voyait. Pas ce que je pouvais fournir, acheter ou construire, mais moi. Julien, l'homme qui se levait tôt, travaillait dur et essayait de bien agir envers les personnes auxquelles il tenait. Elle me faisait me sentir valorisé au lieu d'être utilisé,
apprécié au lieu d'être pris pour acquis. J'ai croisé Sophie au supermarché hier, a dit Chloé en essuyant la terre sur ses mains. Elle a demandé de tes nouvelles, elle voulait s'assurer que tu allais bien. J'ai hoché la tête. Sophie et moi avions discuté quelques fois depuis le divorce, principalement pour qu'elle s'excuse de ne pas avoir parlé pendant le mariage. Je ne lui en voulais pas. Elle avait été prise entre la loyauté envers sa sœur et la sympathie pour moi, une position impossible. Quand elle m'avait enfin dit la vérité, cela m'avait libéré. A-t-elle mentionné Amélie, ai-je demandé. Elle a déménagé le mois dernier. Elle a suivi cet homme à Bordeaux, apparemment. Sophie avait l'air soulagée. Je n'ai rien ressenti en entendant cette nouvelle. Ni satisfaction, ni soif de vengeance, ni même de curiosité quant à savoir si Amélie trouverait l'excitation qu'elle cherchait. Elle était devenue comme la météo d'une saison passée, quelque chose qui s'était produit mais qui n'affectait plus la température de mes journées. La promotion s'était accompagnée d'une meilleure mutuelle santé. Et Chloé et moi avions parlé de mariage, d'enfants, de l'achat d'une plus grande maison où nous pourrions élever correctement une famille. Pas les rêves désespérés de quelqu'un qui essaie de gagner de l'amour par le sacrifice, mais la planification pragmatique de deux adultes qui avaient trouvé un véritable partenariat. Chloé s'est levée, brossant la terre de ses genoux. Je devrais commencer à préparer le dîner. Ta mère appelle à 19h, c'est ça? J'avais renoué avec ma famille après le divorce. J'avais recommencé à partager les repas habituels du dimanche avec ma mère et mon frère. Chloé s'était intégrée parfaitement. Elle parlait suffisamment espagnol pour faire des compliments sur la cuisine de ma mère. Les conversations bruyantes sur le travail, la politique et les ragots du quartier, qui avaient toujours mis Amélie mal à l'aise, ne la dérangeaient pas. Elle veut savoir si on a déjà fixé une date, ai-je dit. Chloé a souri. L'avons-nous fait? Octobre. Après que le jardin aura fini de donner. Octobre, ça me semble parfait, ai-je répondu. J'ai regardé autour de moi dans l'arrière-cour. Les légumes poussaient en rangées bien nettes, les herbes prospéraient au soleil de l'après-midi, 2 chaises de jardin étaient positionnées pour attraper la lumière du soir. C'était à ça que ressemblait le bonheur. Calme, productif, bâti sur la vérité au lieu de l'illusion. Mon téléphone a vibré à la réception d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Probablement Amélie essayant de me joindre depuis Bordeaux avec une crise ou une manipulation émotionnelle. Je l'ai supprimé sans le lire. Cette partie de ma vie était terminée, classée dans la catégorie des leçons apprises et des erreurs que je ne répéterai plus. Chloé était dans la cuisine maintenant, fredonnant pendant qu'elle cuisinait. Par la fenêtre, je pouvais la voir se déplacer dans cet espace qui avait été transformé, passant de la vitrine d'Amélie à un endroit où de vrais repas étaient préparés et partagés. Fini les gadgets hors de prix qui ne servaient jamais. Fini les objets décoratifs qu'on ne pouvait pas toucher. Juste les outils de la vie quotidienne organisés par quelqu'un qui comprenait qu'une maison était faite pour y vivre. Avant, je croyais qu'aimer, c'était ne jamais poser de questions. Maintenant, je savais qu'aimer signifiait ne jamais avoir besoin de le faire. Le véritable amour, celui que Chloé et moi construisions, s'épanouissait dans l'honnêteté, le respect mutuel, et le simple plaisir de travailler ensemble vers des objectifs communs. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le jardin que nous avions planté ensemble. Demain, j'arroserai les tomates avant de partir travailler, je vérifierai si les poivrons poussaient, peut-être que j'ajouterai un peu de paillis autour des herbes aromatiques. De petits actes de soin, entretenir quelque chose qui fournirait de la nourriture pour les mois à venir. C'était ça la différence entre construire et prendre, entre l'amour et l'exploitation. Amélie avait été une preneuse, quelqu'un qui consommait ce que les autres créaient sans apporter quoi que ce soit de valeur durable. Chloé était une bâtisseuse, quelqu'un qui comprenait que les meilleures choses dans la vie exigeaient de la patience, des efforts et un investissement mutuel. J'étais reconnaissant pour cette trahison maintenant, non pas parce qu'elle n'avait pas fait mal, mais parce qu'elle m'avait libéré pour trouver quelqu'un qui méritait mon dévouement, quelqu'un qui voyait ma force tranquille comme un don au lieu d'une faiblesse à exploiter. Le jardin serait magnifique cet automne. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos impressions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté.
Je vous propose des histoires nouvelles et captivantes chaque jour, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.